Donc, on se retrouve sur la machine qui s'appelle Memory Forensics, ok? Perform Memory Forensics to find the flags. Donc, on va faire parler la mémoire et la mémoire d'un ordinateur, d'un disque dur, c'est comme la mémoire d'une personne, ok? Laissez-les parler et vous en apprendrez beaucoup sur eux. On a tous des histoires à raconter, ok? Donc là, on va voir la puissance. Maintenant que vous êtes quelque peu familier avec l'outil volatilité, on va le réutiliser. Et là, je vais me focaliser sur les opérations de base qu'on va pouvoir faire. On a 3 fichiers à télécharger. Je vous conseille de le faire dès le départ parce qu'ils sont assez conséquents. On a 3 images mémoire, ok, format VMem. Donc c'est du virtual VMware, ok. Et on va les analyser séquentiellement. On va commencer par la 6, ensuite la 19 et la 14. Ok. Donc, je vous mettrai toutes les ressources. On va voir la première partie, si vous le voulez bien. Je vais passer en français. Donc, l'enquêteur médico-légal, les enquêteurs médico-légaux, excusez-moi, j'ai fait la faute tout à l'heure, qui sont sur place, doivent effectuer une analyse de l'ordinateur de John. Ok, il nous a remis un vidage de la mémoire qui a été généré sur son ordinateur. Donc, en tant qu'enquêteur, c'est à nous de trouver toutes les informations requises dans le vidage de la mémoire. Donc le premier truc qu'on va faire en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer l'image dans mon répertoire courant. J'ai installé, si vous avez vu ma première vidéo, je l'ai installé dans mon app. Voilà, il est ici. Je vais faire un peu de nettoyage et on va reprendre. Donc, je vais tout d'abord effacer tous les fichiers DMP puisque c'est l'ancienne analyse, je n'en ai plus besoin. Parfait. Je vais supprimer également Kleenex. Parfait. Et je vais supprimer les DL, puisque j'en ai plus besoin. Ça fait partie de mon ancienne analyse. Ok. Je me retrouve avec Vol, qui est mon logiciel. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que j'aille dans téléchargement, récupérer l'image. Parfait. Qu'est-ce que je veux? Je vais déplacer tous les fichiers VMem. Ok. Et je vais les déplacer où? Bah, vous l'avez compris, dans mon répertoire. Hop, Vol. C'est peut-être du récursif, je pense. Ah oui, j'ai pas mis de TCP. C'est sûr que ça peut pas marcher. Donc 3 gigas à déplacer, ça va prendre quelques secondes, je pense. Donc comment on peut exploiter et obtenir le mot de passe de John? Premier truc qu'on va faire, je vous ai dit, on doit déterminer le système d'exploitation et connaître les modules qu'on pourra utiliser. Donc on va faire ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Je vais utiliser le premier module le plus utilisé quand on débute une enquête, une analyse forensique. C'est le module Image Info. Ok? Je vais demander des informations au niveau de l'image. Alors on se retrouve pour la petite salle et donc une fois qu'on a transféré ces 3 gros fichiers, on va venir naturellement les déplacer comme je l'avais fait et je vais aller dans mon app volatility. Ici, vous voyez qu'on a bien 3 snapshots, pardon. On commencera par le 6, je crois qu'on finira par le 14, si je vous dis pas de bêtises. Je vérifierai, j'ai pas envie de dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, on va reprendre, relancer l'exercice, que on est un support visuel, excusez-moi. Donc là, la demande, si je me rappelle bien, John, on a saisi son ordinateur. On va voir, alors, encore une fois, hein, ça ne vous montrera pas toute l'étendue des possibilités qui sont possibles via Volatility. Mais au moins, vous allez voir qu'on peut faire des choses extrêmement puissantes. Donc si j'ai un doute, moi je l'appelle à vol, je vais lui demander le help, pourquoi il veut pas l'exécuter parce qu'il manque un point. Ok, il veut pas prendre mon point. Donc
les modules sont à la fin. Ok? Changer. Voilà. Ça, ce sont nos modules. Ok? Donc, on va venir chercher et trouver bah, quelque chose qui nous permettrait de quoi? On veut récupérer le mot de passe de notre ami John. John, on sait quoi qu'il utilise un Windows. Premier truc, il va falloir qu'on fasse une, une image, hein, qu'on utilise, vous vous rappelez, la fonction image pour pouvoir lire en fait hein, directement et en tout cas déterminer quels sont les paramètres. Les paramètres, vous vous rappelez, sont associés au système d'exploitation. Donc la première étape qu'il nous faut pour pouvoir faire l'exercice, c'est eh ben, de déterminer quelle est la version de l'ordinateur de John, quel système d'exploitation il utilise. Donc, pour ce faire, on va dumper le vidage mémoire et vous allez voir qu'on va pouvoir carrément aller requêter dans la base de données chiffrée SAM et dumper la mémoire. Et on va dumper quoi? On va dumper le mot de passe de John qui est sous fonction, enfin qui a été haché, pardon. Donc on va le récupérer et une fois qu'on l'aura récupéré, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le craquer. Et vous allez voir qu'on a de la chance. C'est du NTLM, donc c'est facilement craquable. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je vais lui demander vol. Je vais lui préciser mon image. On est d'accord? Avec F. Je veux quoi? Je veux snap 06. Point V même. Et on va lui demander une image info. Pas mon snapshot. Qu'est-ce qu'il y a? Donc les images font 1 giga. Ça va prendre un peu plus de temps que la dernière fois. Et vous voyez, donc on a tous ces outils. Ces outils, on a quoi? Ben, on a utilisé le premier truc, c'est l'image info, qui est un des modules les plus utilisés. Non, pas confondre avec info, autant pour moi. Et on va se servir de hdump, ok, pour dumper la mémoire. Mais avant, il faut qu'on rentre dans la hive, dans la ruche. Vous savez que la ruche, qu'est-ce qu'il y a dans la ruche? Il y a Sam. Sam, c'est quoi? C'est pas le nom d'une personne. Sam, c'est la base chiffrée où sont stockés les mots de passe, ok, des utilisateurs. Donc, on va faire ça et on va voir comment on peut récupérer. Et qu'on peut dumper aussi les secrets LSA du registre. Ça peut être utile. On a Malfine aussi pour trouver, on avait vu la dernière fois les objets cachés qui ont été injectés. Donc, pour l'instant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il nous faut? Déterminer le système d'exploitation. On voit qu'il nous propose tout ça. Ben, on va faire de façon séquentielle. On va lui dire, écoute, moi je pense que c'est ça. Je veux pas une image info. Je vais te mettre bah, le profil. Ok? Vous vous rappelez? On va lui donner le profil et on va lui dire, écoute, moi je pense que c'est un SP1 64 bits. Et à partir de là, eh ben, on peut utiliser maintenant les modules. Et si jamais ça ne marche pas, bah, c'est qu'on s'est trompé. Et dans ce cas-là, il faudra essayer d'autres profils. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai parlé de la ruche. On va utiliser Hive List. Voilà. Ça nous dit quoi? Bah, affiche la liste des hives au niveau du registre. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, j'ai rentré aucune commande, c'est normal. Voilà. Donc, au niveau de l'adressage, c'est tout le temps comme ça. On récupère des données physiques, ok, qui sont sur bah, les secteurs de votre disque dur ou des blocs mémoire d'un SSD. Et après, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est alloué en fait, hein. Et quand il y a une allocation, on part de secteurs physiques vers des secteurs virtuels, ok? C'est une fois que c'est dans la mémoire qui est paginée. La mémoire paginée, c'est un espace virtuel. Les données sont récupérées à partir d'un espace physique. Donc on a une table de concordance. Là, je vois les offsets en virtuel. Ça, c'est mon allocation. Et je vois l'allocation réelle sur le disque dur. Donc on a
on peut faire converger les deux. Passer du virtuel au physique, du physique au virtuel. Mais nous, là, c'est de l'hexadécimal, c'est extrêmement complexe pour un humain. Quand bien même on aurait, là, vous imaginez, là, ça vous parle, ça, c'est plutôt au début ou à la fin du disque dur? Ok? Nous, on parle en chemin, ok? C'est ça qui nous intéresse. Et qu'est-ce qui attire notre œil tout de suite? Bah, moi, il y a ça. Système root, système 32, config SAM. Ok, là, j'ai la base SAM. Et, euh, à la limite, on a l'arborescence de John dans AppData, ok? Avec le user class, mais surtout le NT user date, ok? Ça, on pourra récupérer énormément d'informations à partir de ce fichier date. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le NT-user, on voit que la base SAM, quel est l'offset de départ? On va prendre les trois premiers, ok? O, X, F. Et on va lui dire, écoute, moi je sais que les informations en fait que je recherche commencent par O, X, F. Est-ce que tu peux me dumper, ok, toutes les données qui sont donc présentes dans la ruche, dans la base SAM, et je veux récupérer quoi? Je veux récupérer les comptes associés, leur ID et naturellement les hash, ok, hein, qui sont présents encore une fois dans la base SAM. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hive list, on en a plus un. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser hashdump, ok? Comme son nom l'indique, tu vas me dumper tous les hash. Et je lui donne le secteur, hein, des premiers offsets, ok? Là, on a un offset complet. Je lui dis, écoute, moi, je veux du 0xf. 0xf, 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 0xf. Vous avez compris. Bim. Qu'est-ce qu'on a? Le compte de l'administrateur, du guest, de John et du groupe user. Ok. Donc, si vous avez vu un peu mes vidéos bah, sur les algos de chiffrement, les différentes techniques, mes vidéos sur John the Ripper, sur H4, là tout de suite, vous savez que c'est quoi? Du NT LM. LM NT. Ok, on se sert d'un salt et on va calculer le hash, le mot de passe chiffré. Donc, je vais vous le prouver. On a quoi? On a ça, deux points, ça. Ça, c'est sûr, c'est du NTLM. Comment je peux vérifier? C'est pas bien compliqué à craquer, on va pouvoir le faire en ligne. On peut aller sur TrackStation. Donc, si je mets tout, ça va pas marcher, mais que vous compreniez bien. Ça, j'efface. Ok, je pars de là. Tu veux quoi? Fire Hydrant. T'es content? Unknown. Ok, je prends ça. Je vous ai dit quoi? NTLM. En fait, c'est du LMNT. LM, on ça. Pourquoi il m'a mis un T là? C'est AD bêtement 404 AD 34 404 EE. Pourquoi il m'a fait ça lui? Donc, recommençons. Light. Tiens. Ok, LM. Ok. Donc on voit bien qu'on d'abord on parle de NT LM, mais en fait on a d'abord le LM, c'est la fonction de sel, de salt. Ok. Et ensuite on a quoi? On a les deux points. Ok. On les met pas. Et après on a quoi? Eh ben la suite. La suite c'est ça. Et ça, c'est ça qu'on veut traduire. Ok. Et là, hey, on a le mot de passe. Ok. NTLM. Mais vous voyez qu'on parle de NTLM parce que il n'y a pas que du LM, il y a du NTLM. Mais d'abord, nous on craque le NT en fait, et le LM sert de sol. Ok. Mais par convention, on parle de NTLM. Donc, bah, j'ai ma réponse. Excusez-moi. Ok, c'est là. Analyse 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, eh ben, on a fait une image, certes, de la machine du suspect, mais malheureusement, bah, on savait que John avait une fenêtre d'invité de commande ouverte, mais on sait pas trop ce qu'il faisait en fait, hein, sur sa machine. Et la photo est pas très claire.
Est-ce que vous pouvez continuer l'analyse médico-légale et jeter un coup d'œil aux informations? Quand est-ce que John a éteint son ordinateur pour la dernière fois et qu'est-ce que John a écrit? Donc là, c'est pareil, on va utiliser des modules qui sont propres, comment dire, à vos volatilité, enfin volatility en anglais, et on va utiliser deux modules. Donc, on nous demande quoi? À quand remonte la dernière fois que John a éteint son ordinateur et qu'est-ce que John a écrit? Bah, vous allez voir qu'on a deux modules en fait hein, pour faire ça. Donc, imaginons que je ne sache pas, je vais lui demander un help. Je vais chercher les modules, moi, qui m'intéressent. Alors, ok, tac, tac, tac. Ok, extraire l'historique des commandes. Ok, en scannant le command history. Vous savez que, eh ben, cmd.exe, le CLI, les command lines, sous Windows, c'est exactement comme le bash. Dans votre Linux, il y a un historique. On a le bash rc history et ça permet de retrouver toutes les commandes de l'utilisateur. Nous, dans nos CDF, souvent, on va aller taper dans l'historique pour récupérer peut-être des mots de passe qui auraient été tapés en clair, ok, par l'utilisateur. Et ben là, c'est pareil. Ça va répondre à une deuxième question. Mais la première question qui nous demande, c'est quoi? C'est quand est-ce que ça a été éteint? L'ordinateur a été éteint pour la dernière fois. Donc là, on va essayer de trouver euh, event hooks, scan, Malfine, Monzo, QPC, Miner, euh, donc ça c'est pour les stations. Il est où? Ah, print shutdown, ok? Donc print shutdown time of a machine from registry. Donc je vais juste récupérer l'image, enfin récupérer, m'assurer de l'image, c'est la 19 sur laquelle on va travailler. Donc réflexe, on change d'image. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on redemande le calcul de l'image, ok? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire F, je peux peut-être modifier juste ça, pardon. Voilà. Et là, je lui demande quoi? Bah, 19, tu me fais un image info, encore une fois. Donc vous voyez que vous avez plein de modules. Il va falloir que vous appreniez chaque module, à quoi il sert, ok? Et vous allez voir que c'est vraiment un super outil. Pour l'analyse forensique, encore une fois, mais ça peut vous servir. Vous pouvez dumper une image de votre propre ordinateur si jamais vous vous êtes fait pirater et comprendre qui a fait quoi. Ça peut être vraiment utile. Ou si jamais une connaissance à vous, un pote, un membre de la famille se fait pirater, l'ordinateur a eu de gros problèmes, eh ben vous pouvez sortir le disque dur et l'analyser. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben cette fois-ci, on va lui demander donc notre shutdown time. Ok, j'ai plus besoin de ce module. Il faut, je vous rappelle, pour remettre le profil, ça tombe bien. Il nous dit qu'il y a de fortes chances que ça soit un SP1 x64. C'est pareil. Si jamais ça ne marche pas, eh ben, je testerai autre chose. Donc on a dit quoi? Temps d'arrêt. Ok? Shut down time. Je vais déjà taper. Ok. Il last update. Dernière mise à jour de la clé. Ok. Et sa valeur. Et vous voyez que c'est strictement identique. C'est normal. On peut pas avoir 2 euros d'attache différents. On parle bien de la même chose. Et vous voyez que c'est stocké dans une clé registre au niveau du système. OK? Et on a le keypad. On a le chemin dans contrôle 7001, l'arborescence contrôle Windows. Donc, dans l'arborescence contrôle 7001, la sous-arborescence contrôle et la sous-arborescence Windows, vous avez une clé de registre système
qui enregistre à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur. OK? Et si on vérifie, bah, c'est bien ça. OK? Qu'est-ce que j'ai juste modifié? Je n'avais pas mis l'UTC plus 0000. OK? Et qu'est-ce qu'il a écrit? Bah, pareil. Vous avez vu, on va utiliser le nom de notre commande. Et on a dit quoi? TMDScan. OK? TD, slash, il est allé à la racine de son disque dur. Il a fait un echo. Il a echo ce string dans quoi? Dans un fichier test.txt. Il a fait un CLS. Il a nettoyé l'écran, sa console. Il est allé dans user, CD John. Il a fait un dir. Il a refait un CD John, un double quote et il a tapé dire. OK? Nous, ce qui nous a intéressé naturellement, c'était le flag. OK? Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, tu m'as trompé. Passons à TrueCrypt. Donc, deux possibilités. Soit vous utilisez le chiffrement logiciel, soit vous utilisez le chiffrement hardware. Quel est l'avantage? Quel est l'inconvénient? Le chiffrement logiciel, les avantages, c'est que vous pouvez déployer ça n'importe où. Vous n'avez pas besoin de hardware, de matos spécifique pour faire comme dans le cadre du chiffrement matériel. Niveau sécurité, c'est peut-être un peu moins sécurisé. J'entends que on a TrueCrypt, on a VeraCrypt qui était français, et ça permettait en effet de chiffrer des partitions, de créer des volumes chiffrés au sein de disques durs. OK? Et bah, on avait trouvé des failles. Donc il y a peut-être moins de failles dans le chiffrement hardware. Pourquoi? Parce que c'est des puces qui sont directement intégrées à vos processeurs, à vos cartes mères. Et bah, c'est très dur, hein. Une fois qu'on a créé la puce, on peut pas la modifier. Donc, c'est une couche de sécurité, ok, puisque là-dedans, on va avoir des certificats numériques, on va avoir des algorithmes de chiffrement qui vont passer leur temps à chiffrer, déchiffrer les données et garantir l'authenticité et l'authentification au niveau des transactions. Ok, quand vous faites des achats sur Internet, quand vous commencez à chiffrer un disque dur, eh ben, ça va se faire de façon matérielle. Qui dit euh, chiffrement matériel dit gain de performance. Ok? Ce sont des opérations arithmétiques complexes. On a tout intérêt à faire du chiffrement matériel. Ça ira beaucoup plus vite, surtout sur les gros serveurs, des data centers. Après, on peut perdre en performance et faire du chiffrement logiciel. On va émuler. Ok? C'est pas tout à fait pareil. Le résultat est le même. Mais tantôt, on aura un peu plus de sécurité, un peu plus de vitesse. Tantôt, on pourra l'utiliser sur du matériel plus ancien, au prix peut-être d'une sécurité un peu moindre et en tout cas un déploiement beaucoup plus accessible. Ok? Puisqu'on se basera pas sur du matériel dédié. On fera de l'émulation logicielle. Le résultat est le même. Si on trouve des partitions cachées, des fichiers chiffrés, on sait que notre cible a cherché à, en tout cas, se protéger, hein, un certain anonymat, et dans le pire des cas, eh ben, de faire disparaître des preuves, en tout cas, d'offusquer, ok, des données confidentielles peut-être importantes, et qui seraient importantes également pour notre enquête. Donc, ça va de mettre la puce à l'oreille, et imaginons que, bah, malheureusement, il a créé un TrueCrypt, ok? Donc, vous savez que quand on crée, on chiffre, donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser VeraCrypt, TrueCrypt, toutes ces solutions directement, vous les téléchargez et vous allez créer un nouveau volume chiffré, par exemple sur le F, ok? Et ça va vous demander ou pas, mais je vous conseille de créer une passphrase. Qu'est-ce que la passphrase? C'est comme un mot de passe, mais pour un lecteur chiffré, ok? Sans cette passphrase, on peut pas démarrer l'ordinateur si on doit booter sur le dit disque dur chiffré et pour lire les fichiers, écrire dessus, il faut également la passphrase. OK? Sinon, on utilise la partie matérielle. La plus connue même qu'on utilise sur les postes clients, dans les serveurs, c'est BitLocker. OK? Comme son nom l'indique, il va bloquer les bits, c'est du chiffrement matériel en AES 128 ou 256 bits. Donc, comment retrouver, moi, la passphrase? Si jamais je connais pas, et si jamais, bah, John a chiffré via TrueCrypt ces données, et ben, vous allez voir qu'on a un module, et que, malheureusement, bah ouais, avec un vidage mémoire, on peut contourner votre chiffrement de votre disque dur. Ok? C'est pour ça que la mémoire sous-estime
les données qui sont présentes via un dump mémoire. Ok, c'est pour ça que je vous disais dans ma vidéo d'introduction, le FBI, la police scientifique, les services de renseignement, mais c'est du pain béni. Pourquoi se faire chier à casser un chiffrement, puisqu'on peut trouver la passphrase qui nous donnera accès au volume, ok, ou au disque dur. Et ben là, c'est pareil. On connaît pas le mot de passe, là c'est pas grave. Le dernier, on a dit, c'est le 14. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Allez, on y retourne. Donc, réflexe, maintenant vous connaissez le bail, hein, comme on dit. Hop, il me faut une nouvelle image info. Ayez ce réflexe, là on a la chance, comme vous l'avez vu, pour nous aider, pour pas nous compliquer la tête. À chaque fois, vous voyez bien que le profil, c'est un Windows XP 7 SP1. Mais quand vous travaillerez dans la nature, into the wild, ok, dans de vraies situations, il faudra toujours déterminer via un image info, ok? Même si ça prend 30 secondes pour s'assurer que on a le bon profil. Sinon, vous pourrez avoir certains modules qui vont fonctionner et d'autres pas. Donc, pour garantir bah, un maximum de compatibilité, et vous voyez que les modules sont extrêmement pratiques, il faut passer par cette étape de reconnaissance, ok? Et quand je trouve le bon profil, eh ben là, tous mes modules fonctionnent. Si jamais j'utilise un autre profil, c'est possible que ça marche, mais c'est possible qu'il y ait des modules qui marchent pas. Ok? Donc à vous de creuser. C'est pour ça qu'on a toujours ce réflexe de faire un image info. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que malheureusement, bah, il utilise TrueCrypt. Comment on va pouvoir débloquer ça? Eh ben, on a un module, comme je vous disais, on va remettre le profil et on a le TrueCrypt Passphrase, exactement. Et là, vous allez voir que c'est assez dingue, puisqu'il nous dit quoi? Eh ben, écoute, en effet, dans le dump mémoire, moi j'ai quoi? Eh ben, à 7 offset, ok, j'ai une longueur de 11 bytes, 11 octets, et je stocke là-dedans Forget me not. Ne m'oublie pas. C'était bien la réponse à notre exercice. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Comme je vous ai dit, on va rentrer de plus en plus dans l'analyse forensique. Je compte récupérer tout le NIST, les exercices du NIST pour leurs étudiants en cybersécurité. Et pour rappel, le NIST, c'est quoi? Ben, je vous ai dit, il s'occupe de sécuriser toutes les infrastructures informatiques. Il s'occupe de la cybersécurité pour le compte des agences fédérales américaines. Ok, c'est l'équivalent de notre ANSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, je reprendrai des cours de l'ANSI. Ok, on va voir un petit peu. Bah, je vais vous faire, je pense, une longue série sur la cyberguerre, ok, les cyberattaques et comment bah, l'ANSI s'occupe de sécuriser les infrastructures de notre pays et font de l'incident response. Donc ils ont de très bons ingénieurs qui vont aller dans ce qu'on appelle des OIV, ok, des opérateurs d'importance vitale. Donc ça peut être nos centrales nucléaires, ça peut être nos centrales à charbon, ça peut être nos barrages, ça peut être toutes les grosses sociétés du 440, ça peut être bah, nos data centers, ok? Bref, tout ce qui permet à notre pays de fonctionner, ok? Notre armée, nos administrations, ok? Tout ce qui appartient au gouvernement, ok, est protégé par l'ANSSI et ils aident les sociétés privées également à faire de la veille au niveau de la cybersécurité et en cas de problème, bah, leurs équipes arrivent sur site et essayent d'analyser la cyberattaque. Voilà. Si jamais vous voulez aider un peu votre pays et que vous savez pas dans quoi bosser, je vous reconseille. Ok? Il y a une composante civile, mais tous d'anciens militaires en fait qui travaillent pour l'ANSSI. C'est des gens bien. Voilà. Je m'arrêterai là. Formation sur la cyberguerre. On va rentrer, je vous ai toujours dit,
composante civile, composante militaire, et le hacking, c'est une zone floue. Donc, je vais vous faire des cours sur la G4G, guerre de quatrième génération, guerre de l'information. On va voir la propagande de guerre. On va voir comment aujourd'hui on peut déstabiliser un État via des cyberattaques. Et on verra le côté offensif. Ok? Donc là, je vais vous donner, encore une fois, hein, je ne suis pas affilié ni au secteur militaire, ni au service de renseignement. Je ne fais que récupérer naturellement quelques sources par-ci et par-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.